Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live le débrief. Une semaine sur deux, avec David Ordonneau, le journaliste, réalisateur, producteur de ce podcast, on revient sur la dernière interview, en l'occurrence celle de Bruno Parmentier, qui est donc l'ancien directeur de l'école d'agriculture d'Angers et qui est aujourd'hui conférencier sur l'avenir de l'agriculture en France et dans le monde. Et c'était absolument passionnant. David, tu as hoché la tête en permanence pendant tout notre entretien. J'ai adoré cet entretien. J'ai adoré Bruno Parmentier, j'ai adoré cette thématique et je trouve ça, et tu le dis en intro de l'épisode, pourquoi parler d'agriculture quand on parle de longévité ? En fait, si, c'est lié forcément à l'alimentation, à l'échelle de notre assiette, elle dit quelque chose de notre santé et donc de notre longévité, mais on peut pas regarder que notre assiette, il faut savoir comment on la produit. Et d'autant plus que plus on vivra vieux, de façon générale, et plus on sera nombreux sur Terre, puisque, bien sûr, il y a un petit peu moins de naissances malgré tout, mais il y en a quand même toujours beaucoup, et les personnes vivent de plus en plus longtemps, donc ça va massivement étendre le nombre d'êtres humains sur la Terre, et donc on va atteindre 10,5 milliards d'êtres humains dans peut-être 50 ans ou 100 ans max, et ensuite ça devrait un peu décliner, mais il faut nourrir tout ce monde et les nourrir correctement. Merci d'avoir posé cette question et d'avoir eu l'idée de cet épisode, j'ai trouvé ça super. J'ai pris plein de notes encore. T'avais pris plein de notes. On n'a pas énormément de temps sur ce débrief, alors on va aller à l'essentiel. Je vais vite. Nous sommes ce que nous mangeons. Premier adage, une tonne par an. Ce chiffre absolument hallucinant d'une tonne, alors donc 60% liquide et 40% solide, mais c'est vrai, c'est hallucinant en fait ce chiffre, quand on y pense. Oui. Ça laisse perplexe. Non, mais moi ça m'a beaucoup surpris aussi. Et après on a continué. Donc évidemment vous avez commencé par interroger ce qu'on mangeait. Et il a dit notamment qu'on mangeait mieux sur une planète aujourd'hui à 8 milliards que quand on était sur une planète à 3 milliards. En fait, moi ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est qu'on peut tout prendre par le prisme péjoratif en se disant il y a tel problème, la sous-nutrition, les gens qui ont faim, l'obésité d'un côté, les pesticides, les machins, les trucs dans les champs, tout ça. Et lui, à chaque fois, il pondère. Et il reste positif tout le temps. Et en fait, quand on lui dit encore des problèmes d'alimentation aujourd'hui, lui, il nous dit, aujourd'hui, on mange mieux qu'on mangeait il y a 50 ans. Oui, et d'ailleurs, il revient souvent sur le fait que jusqu'en 1948, 1950, il y avait encore de la faim en France et en Europe, des tickets de rationnement où on ne mangeait pas ce qu'on voulait, et c'est il y a pas si longtemps. C'est-à-dire que mon père est né en 48, donc voilà, c'est il y a 75 ans, et il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 70 ans, on avait faim sur le territoire français, sur le territoire européen, il faut pas l'oublier. Et malgré tout, il y a eu d'énormes progrès. Alors là, il l'a pas dit dans son intervention, mais dans ses nombreuses conférences, très souvent, il dit bravo les agriculteurs, encore bravo les agriculteurs. Il revient vraiment très souvent sur ce sujet. C'est quand même grâce aux immenses progrès de l'agriculture qu'on arrive à ne plus avoir faim dans la majorité du monde. Alors bien sûr, c'est pas parfait, et c'est vrai que souvent, en plus c'est très français, on se focalise sur le fait, les imperfections et sur ce qu'on peut améliorer. Bien sûr qu'on peut améliorer beaucoup de choses, mais malgré tout, aujourd'hui en France, on ne meurt plus de faim, ou très très rarement, et voilà, il y a toujours des solutions. Et en revanche, c'est plutôt l'inverse. Et oui, et c'est ça que j'ai aimé en fait, c'est ce truc de tout du long, il va pondérer les choses, prendre du recul et voir un peu le verre à moitié plein, et ça c'est chouette. Et tu parlais des progrès de l'agriculture, évidemment on va y revenir parce que lui, il dit qu'on a énormément progressé, qu'il faut s'en satisfaire, mais pour autant qu'on est au balbutiement de quelque chose. Mais on y reviendra après ça. Alors je reviens juste sur ton expression du verre à moitié plein, c'est incroyable parce que j'ai eu cette conversation avec mon conjoint la semaine dernière, qui en a ras-le-bol de la France qui voit toujours le verre à moitié vide. Ouais. Alors que finalement, en Angleterre, c'est quand même à 25 km... Les pays anglo-saxons de manière générale. C'est toujours le verre à moitié plein. Alors, on n'est pas dans Bisounours, le monde des petites fleurs, mais il y a quand même toujours un côté plus agréable à regarder que toujours voir le problème. Et bon, on s'éloigne du sujet, mais par exemple, pour la communication autour des Jeux Olympiques, je trouve, en France... La communication est toujours autour du verre à moitié vide, les problèmes, les travaux, les transports, et jamais sur le fait qu'on va accueillir le monde entier et parler sport et montrer la France sous son meilleur jour, et on ne parle que des côtés négatifs de ces événements. Mais je suis tout à fait d'accord. Et lui, il faisait du bien parce que c'est des sujets concernants qui peuvent être effrayants, qui peuvent créer de l'anxiété. On a parlé d'environnement, évidemment, d'agriculture, donc c'est chouette de se dire que
eh ben on peut regarder les choses un petit peu différemment. Par exemple, sur la longévité, parce que c'est quand même l'objet de ce podcast et vous en avez parlé très vite, il a quand même dit des choses évidentes. Il dit, en fait, on n'allongera pas la vie. On a enlevé des morts stupides. Et il remet un peu les curseurs en disant, enfin, aujourd'hui on vit plus longtemps et chaque année, on gagne 4 mois. 4 mois d'espérance de vie. Juste parce qu'on élimine les morts stupides et pas parce qu'on allonge la vie. Et il rappelle bien que du coup, le record de Jeanne Calment de 121 ans, pour l'instant, n'a encore jamais été dépassé. Je crois qu'en ce moment, la doyenne est toujours en France, mais doit avoir à peu près 116 ans. Et voilà, et on dépasse pas, on n'augmente pas la durée de la vie, mais en revanche, on élimine les morts trop jeunes. Et ça, c'est moi j'aime bien cette idée parce que c'est il rappelle à chaque fois les choses et je trouve que ça donne des raisons d'espérer. Sur la manière justement d'envisager cette longévité, lui il allait donner une punchline non mais une somme de recettes, je sais pas si tu te souviens de ce moment, on l'écoute parce que c'est une vraie formule. Pour vivre longtemps, allez, quelques principes de base. Dans notre société à nous, manger la moitié, marcher le double, et puis il y a le moral, rire le triple, et puis aimer sans réserve. Bon, avec ce programme, ça va. Alors moi je rajoute réfléchir. Pas mal. Super mantra. Donc manger la moitié, ça c'est un vrai truc et vous êtes revenu dessus. Vous avez parlé notamment aussi de la taille des assiettes. On mange trop. C'est un sujet dont on parle parfois, mais c'est... Absolument. Et d'ailleurs, à chaque fois quand on va aux États-Unis, qu'on compare, on se rend compte de la quantité qu'il y a dans un yaourt américain par rapport au yaourt français, ou la taille du burger, même la taille de la salade finalement à l'américaine, ou même la taille du verre de vin. D'ailleurs, parfois c'est un petit peu caricaturé dans certains films où finalement les acteurs se servent carrément une pinte de vin dans un verre de vin absolument immense qui finalement prend toute la bouteille. Mais oui, la quantité, et encore une fois, c'est cette culture du toujours plus qui vient un peu de notre striatum. Donc en fait, on est des animaux qui cherchons toujours plus de confort, plus de quantité. Et finalement, maintenant qu'on vit dans cette super abondance, c'est un énorme effort pour nous, êtres humains, de revenir sur cet instinct de toujours aller chercher plus et d'aller chercher plus de sobriété et de modération. Ça, vous l'avez rappelé, donc là, on se parle de l'alimentation, donc manger moins, et après, évidemment, il y a la condition physique, marcher le double. Ça, on va pas te demander ton avis là-dessus. C'est les clés, elles sont simples. Il y a aussi un truc avec lui, c'est qu'il a redit des choses simples et il a remis du bon sens au centre de l'échange. Marcher le double, ça va de soi, enfin. Voilà, ça va de soi. D'ailleurs, tu as bien repris le sport, David, donc très content pour toi. C'est vrai. J'y vais 2 à 3 fois par semaine. C'est parfait. C'est incroyable. Rire, aimer sans réserve, ça c'est pour le moral et le côté psychologique, et réfléchir. Et en fait, il a précisé se réfléchir un petit peu en queue de ces ingrédients. Et c'est important et ça m'a rappelé en fait pas mal d'épisodes où les gens ont indiqué que justement pour bien vieillir et pour bien avancer sereinement dans la vie, il faut avoir une activité cérébrale, cognitive, maintenue en fait. Ouais. Et c'est pas que de faire des mots croisés tout seul dans son coin ou du sudoku, parce que réfléchir, c'est aussi avec les interactions avec les autres en société, se sentir utile, avoir un rôle dans la société. Donc c'est pas uniquement faire des mots croisés ou lire. Non, lui il parle d'échanger, lui il parle de lire et d'écrire. Dans le côté social. Ouais. Il parle de lire et d'écrire, juste, mais c'est vrai que, et on se rappelle de Perla Savant-Schreiber qui nous disait, en fait, moi, mon énergie et ma force d'avancer, en fait, je la tire des échanges et des échanges intergénérationnels, ça c'est hyper important. Donc, ouais. C'était marrant de repréciser un petit peu ces piliers. Vous êtes ensuite rentré, vous avez mis les bottes et vous êtes rentré dans les champs pour parler de l'agriculture, vraiment. Et d'ailleurs, c'était fabuleux, je veux dire, ces moments d'échange étaient hyper riches. Et oui, et ça a commencé avec une punchline dingue que t'as révélée, je sais pas s'il l'a tenue ou si tu l'avais entendu ailleurs, je crois que c'est ça, et où tu lui as dit, en fait, vous dites souvent qu'on est à l'an 1 de l'agriculture. Ce plus vieux métier du monde, le métier d'agriculteur, doit maintenant se réinventer de A à Z, parce que finalement, on avait l'air d'être très arrogant, on était ignare. En fait, on connaît rien aux vivants. Vous savez, par exemple, on dit, on ne connaît que 10% des êtres vivants. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, comment ils font pour compter les 90% qu'on connaît pas? Bon, c'est compliqué. En fait, on connaît toutes les grosses bêtes. On connaît à peine les petites bêtes, alors les microscopiques, rien du tout. Et maintenant, on découvre, grâce au progrès de l'informatique, on va dire, on découvre que dans une cuillère à café de sol, il y a 4000 espèces de
de bactéries et 2000 espèces de champignons, chacun avec plusieurs individus. Dans une cuillère à café, il y a des dizaines de milliers d'êtres vivants. Sous 1 mètre carré de terre, il y a 250 millions d'êtres vivants. On en connaît combien? Que dalle. Enfin, c'est fou. Mais du coup, l'agriculture, c'est-à-dire, il doit y avoir des trucs délétères là-dedans. Allez, on va tout retourner. On va labourer de plus en plus profond. Comme ça, on recommence à zéro. Puis on met des poudres blanches, violettes, jaunes à pois bleus. Bon, mais c'est complètement primitif. C'est seulement maintenant qu'on va enfin pouvoir faire connaissance et passer des alliances avec la nature. Troublant. En fait, il explique qu'on connaît rien. En fait, c'est fou. Et en fait, depuis 5-10 ans, on réalise, les chercheurs en agronomie et en biologie végétale, on se sont rendus compte que dans un champ, il y a des milliards de bactéries. De la même façon, finalement, qu'on s'est rendu compte il y a peut-être 20 ans ou 25 ans que dans nos intestins et sur notre peau, il y avait aussi des milliards de bactéries qui sont bénéfiques. Donc, c'est des micro-organismes qui aident finalement les plantes à absorber, à se nourrir. Et en fait, on en est vraiment au balbutiement de la connaissance. Et il y a vraiment un énorme parallèle entre finalement le microbiote du champ et le microbiote intestinal des êtres humains et je pense finalement de tout être vivant. On est tous des éléments d'une chaîne et on vit tous en symbiose, les grands êtres avec les petits êtres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple un être humain a plus à l'intérieur de lui de cellules étrangères que de cellules de son propre corps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de bactéries dans nos intestins, les mitochondries, qui sont du coup étrangères à nous que de nos propres cellules. C'est fou. Ouais. Et c'est dingue. Et le parallèle, il est juste. Et donc lui, il se dit, et il dit que en fait, on en est au balbutiement parce que il va falloir maintenant interroger le sol pour savoir comment s'adresser à lui. Et il parle d'échelle micro-locale. En fait, finalement, il dit, c'est stupide de croire que Monsanto, avec une molécule, un produit, peut répondre aux problématiques de milliers de champs qui sont tous différents en fait. Et il dit en fait là où on va aller, c'est intéressant, c'est de se dire on va prendre un bout de terre de son champ, l'analyser profondément, l'analyser comme on le ferait pour soi, pour réguler son alimentation, exactement. Une analyse aussi de son microbiote, c'est tout à fait possible de le faire. Et le parallèle, il est très juste en ça. Et lui, il dit il faut qu'on aille vers ça, vers cette échelle où en fait on va prendre un saut de son champ et on va trouver justement la bonne chose pour répondre aux problématiques qui sont... Et tu vois, ça me fait vraiment penser au balbutiement de la médecine, où au départ on faisait des saignées, tu vois, comme là on laboure le champ en vidant un peu tout et en recommençant presque à zéro. Et finalement, voilà, on s'est rendu compte de l'importance du sang. Là, on se rend compte de l'importance de la terre, de ce qu'il y a dedans, et c'est formidable. Et je pense que du coup, les métiers de l'agriculture, mais aussi de l'élevage finalement, parce que vont vraiment devenir ultra spécifiques, ultra intellectuels et je pense que vraiment c'est un nouvel avènement du rôle de l'agriculteur, du paysan, qui sera plus finalement le bêcheur et le laboureur, et qui au contraire va être dans l'analyse ultra fine de son champ, la connaissance parfaite, comme les vignerons peuvent connaître à la perfection certaines vignes. Bien là, ce sera la même chose pour la terre qui fait pousser ce qu'on mange. Et c'est presque intimidant. Je sais pas si ça t'a fait cet effet parce qu'il a pris un exemple. En fait, il faut remplacer le mal au dos par la prise de tête. C'est très compliqué de mettre en permanence des cocktails de plantes qui se protègent et qui s'aident à pousser. Mais c'est beaucoup plus productif. Dans l'abbaye du Bec-et-Loing qui a essayé ça, donc lui c'est du jardin potager, hein. C'est 10 fois plus de production de légumes que dans les champs environnants. 10 fois plus. L'INRA est revenu 5 fois à remarcher. Mais ça n'a jamais été retourné. Mais alors, bonjour la prise de tête. C'est une agriculture bac+10, si j'ose dire. Il faut remplacer le mal au dos par la prise de tête. Ce qui est très drôle, qui est une bonne formule. C'est un mec à formule, Bruno Parenti. Il a des bonnes punchlines. Mais c'est vrai, mais ça exige une considération, une recherche, un travail intellectuel. On se parle de travail intellectuel. Et je me dis, waouh, l'enjeu pour les agriculteurs de demain, il est mouse. Ouais, le métier d'agriculteur va devenir ultra scientifique et finalement tu vas être presque un ingénieur en biologie végétale, en biologie d'agronomie, et finalement le travail un peu manuel, il sera fait par des machines, des mécanismes, des robots, de la robotisation. Tant mieux. Et au contraire, je pense que ça va être
une révolution dans la profession, une remise en avant de leur expertise, et c'est hyper intéressant. Et enfin moi en plus voilà, comme je viens d'une famille voilà très proche de la terre de Franche-Comté, leur métier avait toujours été ultra déconsidéré, et c'est un peu la revanche, je pense, de l'agriculteur, et c'est hyper intéressant. Ah ouais, complètement. Et il en parle de ces nouvelles machines, par exemple. Justement, je trouve qu'il dédiabolise beaucoup de choses. Il parle de l'intelligence artificielle, il parle du glyphosate. Il est exaspéré qu'on en fasse un épouvantail et qu'on dise le glyphosate c'est mauvais. Lui il dit en fait il vaut mieux du glyphosate mais utilisé à bon escient, microdosé, avec les machines qui permettent aujourd'hui de reconnaître en passant au-dessus avec une caméra 20 000 plantes différentes, et de se dire demain en fait on pourra déposer une goutte sur la plante qu'on veut pas, arroser celle qu'on veut, enfin tout maîtriser. Et pour lui c'est plutôt positif. On sent que c'est un mec qui est du côté de la science et du progrès entre guillemets aussi. Mais c'est pondéré, voilà. C'est pondéré. Le glyphosate c'est pas bien, mais c'est pas non plus le diable. Et je pense qu'il est aussi dans la recherche du consensus, puisque voilà, c'est un expert qui travaille aussi bien pour les écoles d'agriculture, mais aussi voilà pour les fruits et les légumes, l'industrie du lait. Enfin voilà, il va voir un peu tout le monde, il diffuse ses connaissances, et du coup, on est un peu dans la recherche de ce qui peut aller un peu pour tout le monde, et de faire avancer tout le monde vers le haut sans toujours jeter l'opprobre ou voilà pointer du doigt telle ou telle pratique. Et c'est vrai que on est vers l'aller mieux pour tout le monde, et c'est vrai que c'était sympa comme discours. Et encore une fois, c'est plutôt le verre à moitié plein qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que oui, le glyphosate, c'est pas le top, mais malgré tout, ça peut quand même encore rendre service à certains endroits. Et puis surtout en l'utilisant autrement. Et alors pour le coup, il y a un diable et ça c'est, pour moi, ça a été le meilleur moment de ce truc parce que c'est une problématique qui me touche et sur laquelle les gens n'ont pas souvent ouvert les yeux. Il y a quelque chose pour lui qui est pire que le glyphosate. Le symbole même de l'agriculture, le labour. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, hein. Bon. C'est de la folie. Le labour, c'est de la folie. Attends, le labour est une atteinte à la nature bien plus importante que le glyphosate, sans commune mesure. Qu'est-ce que ça veut dire de dire, comme je connais pas, je retourne tout. Toute la vie du sol, chaque année est retournée, on recommence à zéro, on a tout exécuté. Et alors ça, peut-être qu'on sort un peu de notre thème habituel, mais c'est hyper important que les gens le sachent. Quand on voit un champ labouré, il y a un problème. C'est un champ maltraité. Mais pour moi, c'est la révolution. Alors, j'en avais déjà entendu parler en regardant certains documentaires sur l'écologie. Mais là, vraiment, et d'ailleurs, c'était plutôt des Américains qui en parlaient et tout ça. Mais là, vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Il faut arrêter de labourer. Et donc, on est surtout sur une problématique de changement de façon de faire. Et ça va prendre du temps. Et je pense que c'est très difficile pour certains agriculteurs de changer cette façon de faire, de replanter dans les 2 heures après avoir moissonné. C'est quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Donc la moissonneuse, batteuse, lieuse, semeuse. Donc il faudrait inventer. Et ressemer tout de suite couvrir le champ. Pour que les champs soient jamais à nu, qu'il y ait toujours une couverture végétale. Et analyser quelle plante va tout de suite renourrir finalement le champ. Apporter de l'azote ou pas. C'est génial, c'est passionnant. Et ce truc déjà d'anéantir cette idée, et c'est là où c'est hyper intéressant, on se parle de culture dans les deux sens du terme, la culture de la terre et la culture qu'on a ancestrale de se dire, labourer son champ, c'est ça le travail d'un agriculteur. Retourner la terre dans tous les sens. Mais quand on y pense, en fait, on détruit un écosystème et on lui oblige à se dire, allez maintenant, tu repars de zéro. Juste, tu parlais des gens et des documentaires. Moi, il y a un truc sur lequel j'invite les gens, là je viens de taper en t'écoutant sur Google, si vous allez chercher Lydia et Claude Bourguignon, ces 2 chercheurs français. Lydia et Claude Bourguignon. Ouais, exactement. Et si on tape Labour Bourguignon, juste, vous allez trouver des conférences de ces 2 personnes et des vidéos d'archives qui sont édifiantes, où ils vous expliquent en fait qu'un sol labouré, il est mort. Et il y a certaines vidéos dont je me rappelle en 2 minutes, c'est évident. Et les sols de la forêt qui sont pas travaillés, il leur rappelle aussi les sols les plus productifs, c'est les sols où l'homme n'est pas intervenu en fait. Et le labour, c'est la mort en fait du sol. C'est la mort, et c'est aussi un relargage énorme de gaz à effet de serre, de CO2, puisqu'en fait quand on tue toutes ces bactéries et ces micro-organismes, on relargue énormément de CO2 dans l'atmosphère, et donc c'est finalement ça produit
tout ce qu'on ne veut pas. Mais c'est fou, en fait, on le savait pas. Enfin, je veux dire, là, on le dit, nous, Ouais. mais la majorité des gens ne le savent pas. Donc. Mais non, et pense que c'est bien de bêcher son jardin, son potager, de retourner la terre. Mais quand on pense juste à cette expression, de dire retourner la terre, mais est-ce qu'on a envie de se retourner la tête? Est-ce qu'on a envie qu'on nous retourne la tronche, la peau? Bah non, en fait. On ne savait pas. Et maintenant, on commence à mieux savoir. Et donc, on est vraiment sur une nouvelle ère. Ah, je suis trop content, en tout cas, que cette parole soit entendue. Donc, revenons à l'assiette. Vous avez parlé aussi des choses positives, parce qu'on se parle du verre à moitié plein depuis le début, et vous avez mis en perspective des initiatives. Yuka, le Nutri-Score, évidemment, C'est qui le patron, qui ont tous des vertus, soit d'un point de vue de la santé, soit d'un point de vue de la rémunération de ceux qui produisent et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se réjouir, et lui, il dit qu'il y a encore des progrès à faire dans certains sens. Trop de viande, trop de lait, trop de sucre, trop de choses transformées, trop de trucs compliqués. Lui, il a une recette magique. C'est la soupe. C'est la soupe. Après, il a pas... Non, mais il y a un truc de simplicité, en fait. J'aurais bien aimé qu'il se mouille davantage peut-être sur des conseils, parce que j'ai quand même demandé 2 fois quels sont les labels vers lesquels s'orienter, les choix. Bon, il a pas osé se mouiller, voilà. Donc bon, clairement, consommer plutôt français et européen, sans forcément distinguer. Alors moi, ça a été un truc, tu vois, par exemple. Quand le mec dit, moi je suis un malade de la provenance des choses. Yuka, déjà quand c'est des produits, je scanne tous les produits, il n'y a pas un produit qui rentre s'il n'est pas à 80-90% sur Yuka. Dès qu'il y a un truc, un risque, ça dégage, il rentre pas chez moi. Et sur les fruits et les légumes, si ça dépasse nos frontières, moi, c'est no way. Et là, pour le coup, il y a un truc qui m'a un peu heurté. Quand il dit, en fait, aujourd'hui, notre échelle, c'est celle de l'Europe, eh ben moi, je suis pas d'accord. Et ça... J'ai senti. Ah bah non. Pour moi aussi, c'est vrai que... Ok, à l'échelle de l'Europe, mais si c'est pour manger des tomates en février, non. Ouais. Alors je pense que lui, il mélange pas l'histoire de la saisonnalité. Je pense que c'est un mec qui est plutôt pour le respect des saisons. Ça, il est pas allé là-dessus, mais je pense que c'est une évidence. En revanche, même les fraises, en fait, la provenance, c'est déjà il y a un problème de saisonnalité, mais il y a aussi un problème de culture. C'est-à-dire que la fraise, par exemple, dans le sud de l'Espagne, c'est un choix de production qui est dramatique, parce que c'est des hectares et des hectares et des hectares de serre, de l'eau qui est pompée dans les sols et les nappes phréatiques sont vides. C'est une catastrophe écologique, la fraise en Espagne, en fait. Et en fait, acheter des fraises en Espagne, même dans la saison, c'est être complice d'un truc. La désertification du pays. Mais oui. Tout comme les avocats dont il a parlé aussi. Exactement. Alors là, c'est une problématique pas européenne, parce que c'est encore plus loin, mais moi, par exemple, les avocats, c'est un truc que j'ai sorti de mon alimentation. Ça fait des années que je me refuse d'acheter des avocats. Alors, quand on sert un machin truc, je suis pas... Voilà, je le mange, j'ai pas de problème avec l'avocat, mais moi, je n'achète plus d'avocats depuis 5 ou 6 ans, je pense. Parce que un avocat, il traverse le monde, parce que déjà, le produire, c'est 2000 litres d'eau. Un avocat. Ça demande 2000 litres d'eau. Mais en fait, non. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Après, voilà, enfin, je savais que t'allais tiquer sur ça. Bon, le côté européen, moi aussi, ça m'a un peu fait tilter. Après, bon, c'est vrai que de toute façon, c'est la politique commune. De toute façon, ça a été fait. Donc, Mais oui, mais ça baisse tout le monde. Les escargots de Bourgogne qui viennent de Pologne, les champignons de Paris qui viennent de Hollande. Ça, en fait, c'est une catastrophe. Mais puis même pour les gens qui produisent en France et qui ont pas les mêmes réglementations toujours, qui se défoncent pour faire des produits et avoir une qualité qui est bien supérieure et le prix de la main-d'œuvre est plus cher chez nous. Donc tout est fucked up, en fait. Et si on soutient pas ça... Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense que lui est plutôt dans la recherche du consensus, mais je suis d'accord avec toi sur ce bémol de la consommation européenne. Moi aussi, je me suis persuadée que consommer plutôt français va dans le bon sens. Bah ouais, mais à tous les niveaux, d'un point de vue social, économique, et puis in fine pour le goût des choses. Si c'est encore une fois consommé en saison, parce qu'on le dira jamais assez, en fait, il faut manger les choses quand il faut les manger. En même temps, c'est quelqu'un qui va au supermarché une demi-heure. Oui, voilà. Donc, encore une fois, on est dans le côté pratico-pratique. Après, c'est malgré tout ce que font la majorité des Français et même des consommateurs. Donc, voilà, il est aussi dans le pragmatisme, je pense, plus que, encore une fois, dans le fait de montrer du doigt ou voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la liaison qu'il fait et la projection qu'il fait du champ jusqu'aux enjeux, même politiques que ça. Et c'est très drôle, il a eu des punchlines parce qu'il a dit que l'agriculture, c'était proche de la paix mondiale. Alors, les vers de terre et les abeilles, on s'y intéressait, mais pas suffisamment. J'ai envie de dire, les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils font ?
Bon, c'est important de faire la paix avec l'Ukraine, etc. Bon, attendez, mais la survie de l'humanité, c'est un accord avec les vers de terre, un accord avec les abeilles, hein. Et c'est vrai. On parle de... Évidemment, il y a des problématiques internationales, des enjeux géopolitiques hyper importants. Mais en fait, ce qui nous concerne tous, c'est de quoi on va se nourrir. Et c'est vrai ça. que l'enjeu, il est là. C'est la pyramide de Maslow, c'est la base de tout, c'est la sécurité avant tout, et donc la sécurité alimentaire. Dès lors que on a garanti ça, qu'on n'est plus faim, eh ben forcément tout va mieux et on peut développer une société qui va dans un meilleur sens d'égalitaire. Mais c'était hyper intéressant de parler de production alimentaire et de paix mondiale. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais... Ouais. Mais moi, ce que j'adore dans ces idées, c'est que si tu veux, et c'est aussi ce que je trouve hyper intéressant dans ton podcast, c'est que parfois on regarde un truc extrêmement précis. À un moment, vous avez parlé du nombre d'espèces dans une cuillère à café de terre qui vient d'un champ. Donc là, on est dans une échelle micro, quoi. Puis vous avez parlé du monde microscopique, quoi. Et en fait, à regarder ça, on envisage le monde entier. La manière dont on est, la manière dont on se projette, la manière dont on se préserve, dont on prend soin des autres. Voilà, dont on envisage le commun. Et je trouve le spectre qu'il y a dans cet épisode incroyable. On part d'une cuillère à café et on finit par se dire, en fait, faut regarder le monde comme ça, quoi. Ouais, c'est l'effet papillon, finalement, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et finalement, ce détail, parce que finalement, en France, pour nous, c'est devenu presque un détail de manger. C'est-à-dire que t'es sûr que tu vas manger au moins 3 fois dans la journée. Et c'est pour ça que les gens se posent pas de questions aussi. On se pose plus de questions sur ce qu'on mange dans l'assiette. Parce qu'on se rend plus compte, en fait, de l'impact que ce qu'on met dans sa bouche et ce qu'on paye avec son porte-monnaie peut avoir ensuite dans notre santé à nous, la santé de la planète et la santé de la paix mondiale. Vous l'avez dit d'ailleurs, hein, ça peut paraître naïf parfois, mais vous l'avez redit, en fait, la clé, c'est nous qui la détenons, elle est dans notre porte-monnaie, c'est notre carte bleue. C'est ce qu'on fait de cette carte bleue et où est-ce qu'on met l'argent qui fait qu'on va changer et qu'on va vivre et voir les choses autrement. Ouais, bah d'ailleurs, lui, il a encore une fois une punchline géniale qui est, je crois, tout ce que tu payes, c'est le monde que tu veux voir dans le futur. Enfin, il le dit beaucoup mieux que moi. Mais Replay. Quelque part, on oriente. Faut pas croire qu'il y a que les multinationales. Quand on fait sa liste de courses, on construit le monde qui va avec. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux dit. Mais en gros, et moi je le dis à chaque fois, ce qu'on achète, c'est vraiment toujours quelque chose de militant, tout comme prendre le train, c'est clairement militant. Et je peux dire qu'avec tous les retards que j'ai eu récemment avec le train et le prix qu'on a payé pour nos billets, on aurait été mieux servi en avion ou en voiture. Encore une fois, c'est un acte militant de manger. Responsable en tout cas, responsable. Et n'importe quel de nos achats, de la moindre fraise pomme à la super nouvelle paire de baskets ou à notre voyage, le prochain voyage, c'est toujours un acte militant et ça indique là où on veut que le monde aille. Qu'est-ce que tu t'es dit au sortir de ce... Comment t'étais toi? Parce que c'est souvent une question que tu me poses, mais j'ai envie de la renverser. Là, comment tu t'es senti toi après cet échange avec donc Bruno Parmentier, qui a eu une vie avant celle qu'il anime aujourd'hui, qu'il a fait vivre, c'est-à-dire c'est cette passion pour l'agronomie, l'agriculture et la manière dont on va se nourrir et produire. Moi, en fait, j'ai été hyper inspirée par sa personnalité, parce que déjà, il nous a dit, en gros, il s'est très ennuyé jusqu'à ses 50 ans. Ouais, c'est bien d'en reparler. Et à partir de 50 ans, voilà, vers 55 ans, il a eu ce nouveau rôle de directeur de l'école d'agriculture d'Angers, qui d'un seul coup l'a passionné, d'un seul coup, il s'est senti pousser des ailes, il a trouvé un sens à sa vie professionnelle. professionnelle. Il a dit à 50 ans, moi, je l'ai très mal vécu, je me suis dit, j'ai raté ma vie. Donc finalement, c'était hyper inspirant. Et donc aujourd'hui, un peu comme s'il voulait rattraper ou poursuivre son temps, voilà, c'est ça. Il continue à travailler, à être ultra actif et vraiment. Et c'est un cercle vertueux parce que tu sens que ça lui fait du bien. Il est vif, quoi. Oui, il est 75 il est vif, ans, il a envie, wow. il est généreux, il s'arrête pas, voilà. Il compte pas ses heures, clairement, et ça fait vraiment plaisir et du bien. Et c'est aussi inspirant dans le sens où vieillir, ça peut aussi être polliniser positivement toutes ses connaissances, les partager, se faire plaisir comme ça. Donc lui, il y prend du plaisir. En plus, il donne plaisir aux gens à apprendre des nouvelles choses grâce à sa sagesse et ses connaissances. Et donc, c'est aussi une façon hyper inspirante de prendre de l'âge. Et que vous ayez 40 ans, 45 ans ou 55 ans, que vous nous écoutiez, si vous avez l'impression que vous vous emmerdez dans votre travail, dans votre vie, bah, sachez qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui peut être fait et vous pouvez travailler différemment et vous éclater. Et ça peut arriver, ça peut arriver. Moi, j'ai trouvé ça hyper positif. Je me suis dit à un moment, il a un truc, tu sentais son sourire dans sa voix et il a dit
parfois je vois un escalier, mais je me dis mais c'est génial de prendre un escalier. Et quand il a dit ça, je me suis dit ça doit être quelque chose d'être la femme ou peu importe, ou d'être le proche de quelqu'un qui te dit c'est génial un escalier. Parce que tu te dis que cette personne est capable de s'enthousiasmer et de voir des choses positives à peu près en tout et d'en faire quelque chose pour soi et pour le reste du monde avec une joie, un enthousiasme hyper intéressant quoi. Et il a été comme ça tout du long quoi. Le verre à moitié plein. Exactement. De l'eau du robinet. Merci David pour ce débrief. Non mais merci. Toi aussi t'as été inspiré, j'espère. Non mais à fond. Alors moi c'est des problématiques sur lesquelles je suis extrêmement sensible, donc j'ai tu vois, un champ labouré me fend le cœur depuis des lustres et l'alimentation je suis hyper strict. Donc j'ai plus été inspiré par son énergie et le fait de se dire allez on lâche rien et c'est chouette et on a progressé et on va encore faire mieux et ça va être génial. Voilà, c'est ça qui m'a parlé quoi. Ouais. Et merci je trouve hein, et je le dis en mon nom mais je pense que je peux parler au nom des auditeurs. Merci de nous faire rencontrer et de nous faire entendre ce genre de personnalité, ce genre de savoir et ce genre de paroles. Trop bien. Ouais, c'était vraiment passionnant. Bruno Parmentier, que vous pouvez aussi suivre sur YouTube dans ses nombreuses conférences. Il a aussi un blog. Et puis, voilà, il va par Mons et par Vaux, un peu partout en France et en Europe pour partager ses connaissances. On adore, on va le suivre. Merci. Hein. Merci et surtout, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Long Live, c'est toutes les semaines, le lundi matin. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de vos podcasts préférés. Allez aussi voir sur Instagram, @longlive le podcast, ou sur mon Instagram, @LucileAudoard, mais aussi Instagram de David Ordono, @David Ordono, mais aussi son Instagram de super restaurant partagé, le Food Club. Ah ouais, trop sympa. Allez, c'est tout dit et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!